Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Pierre Frappat, conseiller municipal de Grenoble entre 1971 et 1976. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Bonjour à tous. Qu'aurait été Grenoble sans les Jeux Olympiques de 68 ? On ne le saura jamais vraiment, mais chacun reconnaît que l'aventure a propulsé la capitale des Alpes du rang de petite ville de province à celui d'agglomération innovante. Volonté politique et gros investissements ont donné toute sa dimension à Grenoble. Une occasion unique de développement, avait dit à l'époque le Premier ministre Georges Pompidou. Alors 50 ans après, que reste-t-il de ces JO, de cet esprit de conquête ? Eh bien on en parle cette semaine avec Pierre Frappat. Il a donc été conseiller municipal dans les années 70, ancien professeur d'économie, journaliste. Vous avez notamment cofondé l'école de journalisme de Grenoble et auteur de nombreux livres sur la période du Bedou, du nom de l'ancien maire, de ce maire qui a organisé, accompagné ces Jeux de 68. Oui, tout à fait. Alors, je le dis d'emblée, ce n'est pas lui qui a obtenu les Jeux Olympiques. Là, pour la candidature de Grenoble, il n'y est pour rien. Ça ne veut pas dire non plus qu'il était hostile aux Jeux Olympiques, comme on l'a parfois dit ou même écrit. Il était au contraire plutôt favorable, avant même d'être élu maire de Grenoble. Mais par contre, celui à qui revient le mérite d'avoir porté la candidature de Grenoble et de l'avoir obtenue, c'est son prédécesseur à la mairie, Albert Michalon. Alors, Hubert Dubedou a effectivement été élu en 65, un an après que Grenoble ait obtenu ces Jeux. Il a donc dû suivre les travaux de préparation. Hubert Dubedou, vous l'avez bien connu, vous avez été dans son équipe municipale dans les années 70. Vous êtes aujourd'hui, j'ai envie de dire, un peu le gardien du temple avec votre association Présence ? L'association, oui, certes. Moi, personnellement, non. Même si je me suis lié d'amitié avec celui qui était mon chef d'équipe, mon premier de cordée, comme on dit parfois aujourd'hui. Et je suis resté très, très lié aux proches d'Hubert Dubedou. Mais c'est une œuvre collective. Effectivement, nous avons créé une association qui s'appelle Présence d'Hubert Dubedou. On tient beaucoup aux présences, car il s'agit de voir le lien qu'il y a entre ce qu'a fait une époque, qui est une époque passée, bien sûr, et passée, on peut le dire même depuis longtemps maintenant, mais il reste un héritage, il reste des choses à exploiter, une lumière à utiliser pour éclairer des questionnements d'aujourd'hui. D'ailleurs, pour vous, Hubert Dubedou, et ce qu'il représente, c'est encore très contemporain. Il y aura un colloque, d'ailleurs, début oui. avril à Sciences Po à ce sujet. Oui, le jeudi 5 avril prochain, nous organisons conjointement avec Sciences Po Grenoble, qui commémore le 70e anniversaire de sa fondation, nous organisons ensemble un colloque Dubedou, la ville et la modernité en politique. Une façon de bien montrer qu'effectivement, aujourd'hui, sur les questions qui se posent en matière de politique en général, mais plus particulièrement de politique au niveau local, il y a encore des enseignements à tirer d'une expérience, qui a été une expérience qui a intrigué par son originalité et qui a attiré une grande attention des années 60 aux années 80. Alors, précisément, ces Jeux Olympiques de 68 vont nous permettre de revenir un petit peu sur ces années Dubedou, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'ancien maire de Grenoble de 65 à 83. 83, il a été chassé de la mairie par le très jeune Alain Carignon. Oui. Et il est arrivé presque soudainement au poste de maire, un an à peine après s'être investi dans la vie publique en 65. Oui, tout à fait. Son élection a été une grande surprise, déjouant tous les pronostics de l'époque, des observateurs nationaux comme des observateurs locaux, pour une raison toute simple. C'est que le maire sortant avait à son bilan les Jeux Olympiques, l'obtention des Jeux Olympiques. Donc tout le monde pensait qu'il était absolument imbattable.
Seulement, il y a quelque chose que l'on n'a pas perçu à l'époque. Alors, il est facile pour celui qui vient après, et parfois quelques dizaines d'années après, d'expliquer ce qui s'est passé. En fait, Dubedou a été porté par des mouvements sociaux, disons, qui ont animé la vie grenobloise de la fin des années 50 et du début des années 60. Il est vraiment, d'une certaine façon, un peu la résultante de ce qui a transformé Grenoble à cette époque-là. Par exemple, on peut évoquer le planning familial à l'époque, qui a un rôle social important, Oui, les événements NERPIC de l'époque. Oui, alors il est très significatif que Grenoble ait été la première ville en France, après Paris, à ouvrir une permanence du planning familial et que le président du planning familial, Daniel Hollard, était sur la liste d'Hubert Dubedou. De la même façon qu'il y a eu un conflit dans l'entreprise industrielle phare qui était Nerpic à l'époque, fabricant de turbines, hein, qui aujourd'hui est General Electric, où on sait qu'il y a d'énormes problèmes. À l'époque, 4000 salariés, aujourd'hui il n'y en a plus que quelques centaines, 4000 salariés, c'était l'entreprise grenobloise de pointe avec Merlin-Gerin. C'était une entreprise en pointe au point de vue technique, mais en pointe aussi au point de vue social. Et cette entreprise a connu un conflit extrêmement dur au tout début de l'année 63. Et il y a eu à cette occasion, et ça c'est un élément d'originalité, parce que les conflits sociaux, c'est pas très original. Il y en a encore aujourd'hui. Mais là, l'originalité et la particularité grenobloise, c'est qu'il s'est opéré un rapprochement entre les milieux universitaires et les syndicalistes, disons, pour faire simple, ouvriers. Et là aussi, un des leaders de ce mouvement, Georges Boulou, s'est retrouvé sur la liste de Dubedou. Et on peut faire comme ça le compte. Je citerai un autre mouvement social très important, c'est le mouvement pour la Maison de la Culture, hein, qui est un mouvement qui est apparu à la fin des années 50 et qui s'est développé au début des années 60. Hubert Dubedou et son épouse Marie-Rose en ont été adhérents dès le début. Hubert Dubedou a même été au conseil d'administration de l'association pour la Maison de la Culture. Et un des principaux animateurs de ce mouvement, Bernard Gillemans, est devenu son adjoint aux affaires culturelles. Hubert Dubedou a finalement fédéré tous ces acteurs sociaux autour de lui. Et c'est comme ça qu'en mars 65, il a décroché la mairie de Grenoble, au nez et à la barbe d'Albert Michalon, le gaulliste sortant. Hubert Dubedou, il était ingénieur. Hein, il était arrivé à Grenoble en 58 pour travailler au CENG, hein, le Centre d'études nucléaires de Grenoble. Vous me permettez de vous reprendre? Ah, mais bien sûr. Il avait été officier de marine. Hein. Donc, il n'était pas ingénieur diplômé comme ingénieur, même s'il avait une formation scientifique qu'il a poursuivie au-delà des études qu'il a faites pour devenir officier de marine, notamment par une formation en électronique aux États-Unis pendant 1 an et demi, hein, à Pittsburgh, envoyé par la marine. Et il a été recruté par Louis Néel, le fondateur du CENG, qui a créé le CENG en 1956 et qui a recruté, au moment où le CENG a ouvert, qui a recruté Hubert Dubedou, dont il a fait un de ses adjoints à la direction du Centre d'études nucléaires. Je reconnais bien la précision scientifique de Pierre Frappin. Et donc, cet Hubert Dubedou qui était maire lors de cette aventure olympique, cette aventure qui va nous intéresser aujourd'hui dans le Récap Info. On ne va pas parler de sport, mais on va bien essayer de comprendre comment cette volonté politique de l'époque a permis à Grenoble de franchir un palier. Revenons d'ailleurs sur la candidature de Grenoble. Alors, on est dans les années, fin des années 50. On dit que c'est le préfet de l'époque, Francis Raoul, qui a soufflé cette idée à Albert Michalon, le maire, donc, qui a, l'année d'après, créé ce comité d'organisation des Jeux Olympiques.
Oui, c'est exact. Là aussi, j'ajoute une précision. Vous êtes là pour ça. C'est que le préfet lui-même, on lui a soufflé l'idée. Il y a des spécialistes de la montagne, notamment des aménageurs. Je pense en particulier à un certain monsieur Cumin, qui est le créateur de Bachaboulou, mitoyen de Champs-Rousse. Et c'est lui qui, semble-t-il, a été vraiment qui a eu l'idée première. Il en a persuadé. Son objectif, c'était de populariser Champs-Rousse et de faire la promotion de Champs-Rousse. Il faut rappeler qu'on était au tout début des Jeux de sport d'hiver. Hein. Oui, en grande partie. Et donc, ce monsieur Cumin en a persuadé notamment un notable grenoblois, un artisan électricien qui s'appelait Raoul Arduin, qui était président du comité de ski du Dauphiné pour la Fédération française de ski. Et eux deux vont entreprendre le siège du préfet qui, à son tour, entreprendra le siège d'Albert Michelon. Alors, la belle idée de l'époque, c'est finalement de créer cette candidature autour de Grenoble, mais des stations alentours aussi, des stations du Dauphiné libéré. Ça, c'était assez nouveau à l'époque. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour la première fois, on avait des sites éclatés. Alors, c'est une nouveauté, mais qui n'est pas complète non plus, parce que la chance de Grenoble, d'une certaine façon, a été de venir après Innsbruck. Avec Innsbruck, c'était la première fois que le CIO confiait les Jeux d'hiver à une ville et non pas à une station. Seulement, le fait de confier à une ville oblige forcément, parce qu'il n'y a pas de piste de ski à monter en station. Place Grenette, ça obligeait à éclater les sites pour le ski nordique et pour le ski de piste plus particulièrement. Donc là, on est en 60, soit 61. La candidature se met au point tout doucement. On dit qu'à l'époque, il a fallu faire du lobbying, et notamment auprès des Russes. Oui, alors auprès des Russes, ça n'a pas été le plus difficile. Dans le point qui était décisif en matière de lobbying, c'était auprès des fédérations sportives internationales de sport d'hiver. Parce qu'il fallait leur appui pour que Grenoble soit choisi pour les Jeux d'hiver. Sinon, avec les Russes, là, on était dans la géopolitique. Les Russes soutenaient une ville candidate en Finlande, et c'était leur ville favorite. Mais cette ville a été marginalisée et ne bénéficiait pas d'un crédit très important. Donc, en fait, ça s'est joué entre une ville canadienne et une ville française, entre Denver et Grenoble. Or, les Russes ne voulaient pas entendre d'une candidature nord-américaine. Évidemment. Alors, on reviendra sur la désignation de Grenoble, parce que avant cela, pour défendre sa candidature, eh bien, Grenoble a eu une autre idée novatrice à l'époque. C'était de faire un film, de s'appuyer sur un film. Et c'est le cinéaste Jacques Lesage qui l'a tourné. C'était très novateur, puisque les autres candidats, les autres villes candidates avaient finalement des simples diaporamas pour défendre leur candidature. Et sur le film de Lesage, eh bien, on voit très clairement des enfants monter en station, faire du ski en montagne. On voit la ville, son effervescence à l'idée d'accueillir les Jeux Olympiques. Regardez cet extrait. C'était en Dauphiné, il y a 35 ans. Ces quelques images insolites rappellent la vocation naturelle de la cité alpine. À l'époque, Grenoble, déjà dynamique, avait mérité son titre de capitale de la houille blanche. Le centre de la ville a conservé son charme désuet. Mais la rencontre du tourisme, de l'université et de l'industrie allait bouleverser les prévisions les plus hardies. Battant tous les records français, sa population augmentera de plus de 50% au cours des 10 dernières années. Au cœur des Alpes, Grenoble est aussi à la porte du monde.
Pierre Frappa, l'idée de ce film, elle a été géniale parce que évidemment, ça a marqué la différence. Tout à fait. Et en particulier, la séquence, on ne l'a pas vue là maintenant, dont vous avez parlé et dont a parlé Jacques Lesage sur votre antenne ces derniers jours. Hein. C'est vrai que la séquence où on voit des enfants partir en car depuis la place Philippeville jusqu'à... voilà, là on est place Philippeville sur ces images, et on les voit ensuite arriver à Champs-Rousse. C'est une idée géniale. Et ça a probablement influencé de façon très, très positive, très favorable les membres du CIO. Alors c'est le 28 janvier 1964 précisément que le comité international olympique qui réunit à Innsbruck fait connaître son choix. Grenoble défend sa candidature, notamment avec ce film. Grenoble est officiellement choisie comme ville hôte des Jeux olympiques de 68. La capitale des Alpes était en concurrence notamment avec Calgary, Lahti, Sapporo, Oslo et Lake Placid. Et il a fallu 3 tours de scrutin pour départager, pour arriver quand même au choix de Grenoble. Oui, tout à fait. Le score a été assez serré, hein, puisque de mémoire... 27 voix contre 24. Voilà. Pour Calgary. Il n'y a eu que 3 voix d'écart. Donc, toutes les voix du bloc communiste, puisqu'il n'y avait pas que la Russie, il y avait les pays satellites de la Russie qui, comme un seul homme, ont voté pour Grenoble. Alors dès lors, les Jeux de Grenoble deviennent un véritable enjeu national. Là, je nuancerais. Je nuancerais parce que, incontestablement, il y a eu un soutien de l'État. Mais il faut toujours avoir bien en tête que le CIO confie les Jeux olympiques à une ville et non pas à un pays. Et le gouvernement de l'époque, et particulièrement le général de Gaulle, qui était tout à fait favorable et heureux de cette désignation, ont quand même prévenu que l'État s'engagerait très peu financièrement. Et ça a posé un problème par la suite. Alors on va y revenir. On en parlera. On va évidemment en parler. Toujours est-il que Grenoble n'avait que 4 ans finalement pour se préparer. Désignation en 64 pour des Jeux en 68. À partir du 6 février 1968, 1158 athlètes, dont 211 femmes, ont participé à 35 épreuves différentes. C'était le grand jour de l'ouverture. Je proclame l'ouverture des 10e Jeux olympiques d'hiver de Grenoble. C'était dans ce grand stade olympique créé pour l'époque, derrière l'actuel hôtel de ville de Grenoble. Vous étiez dans la foule, Pierre Frappa. Oui. J'étais dans la tribune, en face de la tribune d'honneur où était le général de Gaulle. Et là, vous me permettrez d'introduire une observation que j'ai faite ces tout derniers jours. C'était il y a donc 2 jours, quand il y a eu la soirée du 6 février 2018, donc 3 jours. À Grenoble, au même endroit ? Non, pas au même endroit. Là, c'était à l'emplacement de l'actuelle Villeneuve, quartier de l'Arlequin. L'autre soir, c'était à l'Anneau de Vitesse. Mais Galota, le chorégraphe, a eu la bonne idée de montrer quelques séquences de films, et notamment celle que l'on vient de voir à l'instant. Et il s'est passé une chose que je trouve extraordinaire, c'est que à la fin de la déclaration du général de Gaulle, je proclame l'ouverture des 10e Jeux olympiques d'hiver de Grenoble. Il y a eu une clameur que nous venons d'entendre. Eh bien, il y a eu la même clameur sur l'Anneau de Vitesse l'autre soir. Et à 50 ans de distance, que les événements mêmes résonnent. mots provoquent la même réaction du public et que les 2 clameurs se mélangent à 50 ans de distance, j'ai trouvé ça extraordinaire.
Alors en 68, la France a terminé troisième des Jeux en empochant 9 médailles, dont 4 en or, derrière la Norvège et l'URSS. On revoit pour le plaisir la vasque olympique embrasée par Alain Calmat. Quel souvenir ça réveille en vous, Pierre Frappat? Comme tous ceux qui ont assisté à ce moment, j'ai été évidemment très, très pris par cette montée assez acrobatique, accompagnée des battements du cœur, puisque on croyait à l'époque que c'était en direct, les battements du cœur d'Alain Calmat. Bon, depuis, on sait que c'était un enregistrement qui a été diffusé simultanément, mais qu'importe. C'est vrai que ça a été un très, très beau moment. Et probablement, je crois, le plus beau moment de cette cérémonie, qui était quand même assez froide, assez guindée, avec un rituel qui était assez militarisé, qui était dans le goût de l'époque, et peut-être dans le goût de l'État gaulliste de l'époque. Ça manquait de chaleur, il faut bien le reconnaître. Et ça, c'est une notation que moi, j'étendrais volontiers à tout un climat de l'époque. Alors dans cette émission, évidemment, on ne reviendra pas sur les exceptionnelles prouesses sportives des athlètes. On va s'intéresser en revanche à cette métamorphose de la ville à l'époque, à l'empreinte laissée par ces Jeux olympiques. On dit qu'avant les Jeux, Grenoble était une ville sous-dotée, sous-équipée, et que les Jeux l'ont propulsée dans le XXIe siècle. Oui. Il y a eu une expansion exceptionnelle. On le dit souvent, Grenoble a été, de toutes les villes françaises de plus de 100 000 habitants, celle qui a eu, pendant une quinzaine d'années, la plus forte croissance démographique, qui accompagnait la croissance économique et plus particulièrement la croissance industrielle et universitaire de Grenoble. Mais les infrastructures, y compris les infrastructures de base comme l'alimentation en eau, on en reparlera peut-être un tout petit peu après, des infrastructures de base en matière de réseau téléphonique, de voirie, étaient vraiment dans une situation tout à fait qui n'était pas du tout à l'échelle d'une ville. À l'époque, on était dans ce qu'on appelait la planification indicative en France. Il y a une commission qui s'est réunie pour mettre en place localement un 5e plan et qui a fait un diagnostic terrible, qui a dit Grenoble a les équipements d'une ville de 80 000 habitants, alors que l'agglomération grenobloise en avait déjà 300 000 en 1968. Il y avait un retard énorme à rattraper. Maurice Herzog, le ministre des Sports de l'époque, a dit avant les Jeux, Grenoble avait 20 ans de retard. Après les Jeux, Grenoble a pris 20 ans d'avance. Oui, je crois que c'est tout à fait vrai. Enfin, les 20 ans, je suis dans l'incapacité de dire si c'était 20 ans ou plus ou moins, de même que pour l'avance. Mais il est incontestable que Grenoble a pris un temps d'avance. Grenoble ensuite a été rattrapé, et c'est normal. Les autres villes ont rattrapé Grenoble par la suite en termes d'équipement, je veux dire. Incontestablement, Grenoble a fait figure de ville très bien dotée, voire même privilégiée dans les années 60-70. Alors, ce constat accablant que vous faites, cette progression démographique qui n'a pas été suivie par l'évolution des infrastructures, eh bien évidemment, les Jeux vont permettre de combler ce retard, mais il faut trouver de l'argent. Et vous nous le disiez, au départ, l'État n'était pas très enclin à mettre la main au porte-monnaie. Le préfet de l'époque, Maurice Doublet, estime le besoin immédiat à 60 millions de francs de l'époque, et l'arbitrage interministériel lui dit « bon, très bien, vous aurez 7 millions ». Oui, alors ces 60 millions, attention, c'est pour le fonctionnement du comité d'organisation, le COJO. Donc la toute première étape. Oui, c'est pas du tout pour la réalisation des Jeux eux-mêmes. Alors, le COJO, le comité d'organisation, s'est mis en place laborieusement, assez lentement,
après la désignation de Grenoble, puisque la décision du CIO date de fin janvier 64. Or, le COJO n'est devenu opérationnel avec 7 personnes employées qu'en octobre. Donc, déjà du temps perdu. Oui, alors qu'on n'a que 4 ans pour se mettre en place. Alors qu'on avait juste 4, enfin même moins de 4 ans, puisqu'il fallait que tout soit terminé à la fin de l'année 67, pas au tout dernier moment, bien sûr. Donc, il y a eu un retard. Mais qui n'est pas lié qu'à des problèmes de financement, qui est lié aussi peut-être à certaines inerties, peut-être à difficultés de mise en place dans la répartition des rôles entre ce qui dépendait de l'État et ce qui dépendait du COJO, ce qui dépendait de la mairie. Donc il y a eu d'emblée un duopole qui ensuite est devenu un tripode quand il y a eu le COJO, la mairie, l'État. Donc il fallait synchroniser tout ça, c'était pas facile. Voilà, vous avez évoqué le préfet Maurice Doublet. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait que ce personnage a été très positif. Il n'était plus préfet au moment des Jeux Olympiques. Il n'est même pas venu. Ça, je ne sais pas. Mais... Je vous le dis. Ah oui. Mais en tout cas, il n'était plus préfet déjà depuis 1 an et demi environ. Mais il a joué un rôle très positif. Et avec Dubedou, ils ont vraiment travaillé en équipe de façon constante. Le préfet Doublet, revenu à Grenoble après cette entrevue interministérielle, a organisé une visite presse sur les sites à modifier à Grenoble. Et dès le lendemain, les journaux ont titré « Cri d'alarme du préfet ». Le préfet s'est fait taper sur les doigts par le ministre de l'Intérieur, furieux, qui lui a dit « Doublet, si demain un journal en parle encore, vous êtes déplacé ». Et le préfet Doublet a écrit au Premier ministre « Je ne veux pas que Grenoble et la France se couvrent de ridicule devant le monde. Sanctionnez-moi si vous voulez, mais donnez-moi les crédits. » C'est ce qu'il a dit au Premier ministre. Et le Premier ministre a écrit sur sa lettre de réponse « Doublet m'emmerde, mais il a raison, il y a un problème ». Et les crédits, après, ont été débloqués pour pouvoir mettre en place ce comité d'organisation. Oui, vous faites bien de dire « après », parce que l'après a duré encore quelques mois. Et il a fallu que Dubedou menace. Et pas n'importe quelle menace. Une menace voilée d'abandonner les Jeux Olympiques. En juillet 1965, donc Dubedou était maire depuis 4 mois, il lance un cri d'alarme en disant « Les finances ne suivent absolument pas, la ville de Grenoble seule ne peut pas faire face aux engagements que l'on a pris. Si, dans un délai très court, il a vraiment fixé un quasi-ultimatum, si dans un délai très court de quelques semaines, l'État ne s'engage pas de façon décisive, on met les pouces. » Ce n'était pas rien comme menace. Hein. Et finalement, il y a eu une entrevue en juillet 65 entre Giscard d'Estaing, qui était ministre des Finances, et une délégation grenobloise qui était composée de Maurice Doublet, d'Aimé Paquet, qui était député de l'Isère et un homme influent dans la région, et Hubert Dubedou, maire de Grenoble. Et ils ont obtenu un engagement de l'État qui a été explicité très peu de temps après, début août, et là, ça y est. Le paysage financier était dégagé. Et c'est à ce moment-là que De Gaulle aurait dit à son ministre des Sports « Vous aurez 1 milliard ». Oui, enfin, je ne sais pas s'il a dit ça de cette façon-là, mais toujours est-il que les Jeux ont coûté 1,1 milliard de francs de l'époque, ce qui correspond aujourd'hui à peu près à 1,5 milliard d'euros de 2018. Ce qui, soit dit en passant, je ne sais pas si on reviendra là-dessus, soit dit en passant, c'est 25 fois moins que
que les Jeux de Sotchi. On va revenir sur le budget. En tout cas, ces Jeux Olympiques seront une aubaine. Mais quel chantier, hein. Grenoble, c'est couvert de grues. Le maire de l'époque, Hubert Dubedou, vous nous l'avez dit, s'est battu comme un beau diable. Le président du COJO, du comité d'organisation, à l'époque, c'est encore Albert Michalon, son prédécesseur, celui qui l'a chassé à la ville. On dit que l'ambiance n'a pas toujours été très très bonne entre le président du COJO, Michalon, et le maire de Grenoble, Dubedou. C'est exact. L'ambiance est même devenue exécrable. En fait, Michalon, alors je ne sais pas s'il a senti venir sa défaite. Toujours est-il qu'il a eu la prudence à l'été 65, quand le COJO l'été 64, pardon, quand le COJO se met en place, de se faire élire président du COJO à titre personnel et non pas en tant que maire de Grenoble. Ce qui fait que quand il n'a plus été maire de Grenoble, il est resté président du COJO. Président du COJO. Ça a frité un peu, hein? Oui, beaucoup, parce que, manifestement, il voulait garder le contrôle de la préparation des Jeux. Or, la plus grande partie des équipements concernant les Jeux se trouve sur la ville de Grenoble. Alors, il était inimaginable que la municipalité, même renouvelée, n'ait pas son mot à dire, sinon pour augmenter les impôts locaux, parce qu'on savait très bien que les Jeux allaient coûter cher aux contribuables grenoblois. Allez, on va parler d'argent dans un instant, mais c'est à cette époque que se met en place ce qu'on a appelé le plan Bernard, du nom de l'architecte choisi depuis Paris par le ministère de la Construction. La télévision de l'époque rend compte régulièrement de l'avancée du chantier à l'époque. Si l'on pouvait encore douter de l'utilité des Jeux Olympiques, l'exemple de Grenoble suffirait à remettre les choses au point. La course contre la montre que vient de disputer et de gagner la capitale du Dauphiné lui a permis non seulement de combler son retard, mais de prendre 20 ans d'avance en matière d'urbanisme. Au cours d'une visite éclair, M. Georges Pompidou est venu constater cette performance préliminaire des Jeux. La flamme olympique peut s'éteindre, il restera les réalisations. Maison de la Culture, nouvel hôtel de ville, nouvel hôpital, nouvelle gare. Il restera aussi cet équipement sportif de premier ordre, ce stade de glace digne d'une métropole du futur, construit pour abriter les plus grandes confrontations internationales. Alors 1 milliard de francs de l'époque pour financer tous ces chantiers, on va les détailler dans un instant. Il faut trouver l'argent, même si l'État met une bonne partie, 75% de l'argent vient de l'État, 20% vient quand même de la ville de Grenoble. Oui, 20%, ce qui est évidemment peu en pourcentage. Grenoble a fait une très bonne affaire financière, mais qui pèse quand même lourd. En valeur absolue, ça fait de l'argent. Voilà. Et ces 20%, c'est-à-dire à peu près, disons, 300 millions d'euros d'aujourd'hui, ont été couverts quasi exclusivement par des emprunts. Alors, des emprunts dans d'assez bonnes conditions. L'État a accepté que la Caisse des dépôts et consignations ouvre des crédits à la ville de Grenoble, des crédits à 25 ans, avec un taux d'intérêt de 5,25%, qui, évidemment, aujourd'hui, nous paraissent très élevés, mais à l'époque, ça ne l'était pas tellement. Et en plus, il y a eu des années d'inflation forte. Oui, il y a eu beaucoup d'inflation à l'époque. Ensuite, qui ont atténué beaucoup le poids de la dette. Donc, financièrement, ça a été une assez bonne affaire pour Grenoble. Moins, il faut le reconnaître, pour les contribuables, puisque en 2 ans seulement, entre 66 et 68, donc avant les Jeux, mais les chantiers étaient déjà commencés et il fallait les financer, les impôts locaux ont été multipliés par 2,5. Ce qui est énorme. C'est énorme. Et les Grenoblois, à l'époque, ont accepté, ont apprécié ces Jeux Olympiques, ou est-ce que la charge fiscale a finalement rendu les Jeux impopulaires? Alors,
D'abord, j'ajouterais quand même une petite précision préalable. Je viens de dire que les impôts locaux avaient été multipliés par 2,5, mais ça ne revient pas tout aux Jeux Olympiques, parce que pendant les 3 années qui ont précédé, la municipalité a fait d'autres choses. Et ça a contribué aussi à alourdir la fiscalité locale. Parce que, là, je ne voudrais pas être excessivement polémique, mais il faut bien reconnaître que les 2 municipalités précédentes, celle de Léon Martin, socialiste, et celle de Michalon, gaulliste, n'ont pas eu, en termes de réalisation, le même dynamisme que celui de la première municipalité du Bedou. Donc ils dépensaient peu. Donc la fiscalité était légère. On est passé à une fiscalité qui a beaucoup augmenté, mais qui restait encore relativement raisonnable. Et qui n'était pas impopulaire. Si, forcément. Les gens n'étaient pas contents de payer les impôts. Les impôts sont toujours impopulaires et une hausse d'impôts est toujours impopulaire. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a collé au basque d'Hubert du Bedou. Hein, la cherté des impôts locaux, même si les Grenoblois ont volontiers reconnu que les réalisations étaient nombreuses et positive. Et je dirais la preuve, c'est qu'en 1971, il a été réélu beaucoup plus confortablement qu'en 1965. Alors parmi les réalisations que vous évoquez, il y a ce fameux désenclavement de la ville, les voies de communication en particulier. La télévision de l'époque, en 1967, a eu l'idée de se faire conduire dans les rues de Grenoble par un chauffeur de taxi qui joue finalement aux visiteurs de chantier. Nous allons arriver au pont supérieur du cours de la Libération, qui est ouvert depuis 6-8 mois. C'est les croisements un peu à l'américaine, ça. Ah oui, tout à fait. Et les 2 autoroutes d'accès, ça facilite les choses? Très bien. Vorep a fait un bon dégagement sur les petites communes qu'il y avait tout le long de la route. Malheureusement, les 14 km ne sont pas suffisants. La suite arrivera pas plus tard. On ne peut pas tout faire en 2 ans. C'est quoi ça, ce grand bâtiment là-bas? Le grand bâtiment, c'est le nouvel hôtel de ville. Et là, c'est le parc de l'exposition. Qu'est-ce qu'il y avait là alors avant? Le grand parc de l'exposition de 1925, l'exposition internationale de la Blanche. Un des derniers vestiges, c'est la tour qui est derrière nous. Vous y êtes allé, vous, en 25? Ah oui, oui. Il y avait tout ce qui intéressait de l'électricité internationale. Il y a le nouvel hôtel de police, l'hôpital Sud. Il doit mettre 200 et quelques lits à la disposition à partir de fin décembre. Et la vieille gare. Quand il y avait des voitures de tous les hôtels qui venaient chercher leurs clients. C'est une centenaire qui a perdu la vie. Ah voilà la plus belle réussite que la ville de Grenoble ait pu avoir. La nouvelle gare. Elle est belle, on dirait Orly, comme ça. Oui, elle est splendide. Dites-moi, il va y en avoir des voyageurs au moment des Jeux, hein, là. Ah, mais les voyageurs n'arriveront pas tous là, parce que ceux qui iront directement sur les terrains des compétitions arriveront à la gare olympique. Quand même, pour les habitants de Grenoble, ça aura permis de moderniser la ville en peu de temps, dites donc, hein. Ça donnait un coup de fouet au point de vue magasin, au point de vue bâtiment. Ils se sont vus en demeure de faire du modernisme quand même, parce que j'ai conduit des gens qui venaient de la région parisienne, ils m'ont dit à Grenoble, maintenant nous trouvons des magasins qui sont aussi jolis qu'à Paris. Ah, des magasins à Grenoble aussi jolis qu'à Paris, c'est formidable. Pierre Frappa, il nous reste 1 minute. J'aimerais que vous puissiez revenir et égrener un petit peu toutes ces infrastructures nouvelles qui sont apparues. Des infrastructures directement liées aux Jeux Olympiques, mais pas uniquement. Oui, alors il y a une chose qui ne peut pas être visible sur ce film, bien sûr, ce sont, je dirais, les infrastructures souterraines. Parce qu'il fallait aussi assurer la sécurité en matière d'approvisionnement en eau, en relations téléphoniques, en particulier pour les centaines de journalistes qui allaient couvrir l'événement. Donc il y a eu aussi un bond en avant en matière d'infrastructures, de voirie, et
dans l'enveloppe olympique, la municipalité a astucieusement glissé 3 réalisations culturelles majeures, la Maison de la Culture, le Musée dauphinois et même le Conservatoire qui n'ouvrira qu'un an plus tard. Ça, c'est une vraie gageure quand même, hein. Une maison de la culture en plein milieu d'un programme olympique, quelle idée! Ce n'était pas évident, mais ça a beaucoup plu, en tout cas, aux membres du CIO, qui ont trouvé que d'avoir donné une dimension culturelle à l'événement sportif apportait quelque chose d'original et d'enrichissant. Alors, il y a eu plein de nouveautés autour de ces Jeux, hein. C'est peut-être d'ailleurs grâce à ça qu'ils sont rentrés dans la légende. On est accompagné de Schuss, la mascotte. C'est la première mascotte qui a accompagné les Jeux Olympiques. Mais il y a eu plein d'autres premières à l'occasion de ces Jeux. Oui, alors la première majeure que l'on retient, c'est la diffusion en couleur pour la première fois, hein, grâce au satellite Early Bird, des Jeux en direct, en couleur, un peu partout. Ça, c'était tout à fait formidable. Et il y a eu bien d'autres réalisations majeures. On a aperçu l'hôpital Sud, c'était pour la traumatologie, donc pour assurer la sécurité aussi des athlètes, hein. Mais c'est évidemment, typiquement, une réalisation qui ensuite a servi pour la population. Et tout ce que l'on vient de voir à l'écran, on le voit encore aujourd'hui, 50 ans après. Ce sera encore possible, une telle aventure aujourd'hui, Pierre Frappin? Difficile à dire. Moi, je pense que la condition première pour une candidature à des Jeux Olympiques, comme peut-être à n'importe quelle autre grande manifestation, c'est l'adhésion de la population. Il faut qu'il y ait un désir, même une ferveur. C'est un peu ce qui a manqué au début, il y a une 50aine d'années. C'était une initiative qui est partie d'un petit groupe de notables. La population était un peu à distance. Et si une population veut une manifestation de cette ampleur, pourquoi pas? Merci beaucoup Pierre Frappin d'avoir été notre invité pour ce flashback, pour ce retour en arrière dans l'histoire de ces Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble en 68. On se retrouve dans un instant sur Internet, sur les réseaux sociaux pour le bonus du Récap Info. Merci à tous de votre fidélité, à la semaine prochaine.